Bonjour Pascal. On est Bonjour. des vieux amis, hein, donc je ne vais pas faire comme si je ne te connaissais pas, ça serait vraiment ridicule. Et d'autant que moi je me souviens t'avoir interviewé il y a bien longtemps, parce que c'était la sortie de Kevoy, Oui. et qu'on avait fait pour ce qui était à l'époque le Minitel Deep, une interview ensemble sur cette question justement de la création de la revue, etc., qui était une des nombreuses choses que tu as faites au cours de ta carrière. Alors écoute, bon, moi je te connais bien, mais les gens qui nous regardent pas forcément, donc dis-nous un petit peu ton parcours. Bon, l'étape principale, bien sûr, pour moi, c'est la découverte de la psychanalyse. Moi, j'ai commencé par être psychologue, donc c'est quelque chose qui est assez riche, mais avec la psychanalyse, j'ai découvert une interrogation sur moi-même, qui a été en fait une épreuve, une véritable épreuve, à cause du silence de mes analystes, qui n'ont fait que redoubler le silence de ma mère, en fait, qui avait perdu 3 enfants avant moi. Donc, j'étais introduite à la psychanalyse et en même temps à la question du traumatisme, qui à cette époque n'était pas du tout pris en compte. Mais j'ai persévéré et j'ai beaucoup appris avec mes patients, qui m'ont énormément appris. Donc j'ai beaucoup travaillé avec mes patients en prenant des notes et en réfléchissant après coup sur ce que la rencontre avec mes patients avait produit en moi. Donc j'ai fait une forme d'analyse en 2 temps. Voilà. Et voilà, ensuite, bon, il y a toute l'histoire de la psychanalyse. J'ai été partie prenante, enfin j'ai été à l'école freudienne. J'ai donc été témoin de la dissolution de l'école freudienne. J'ai eu de la chance d'avoir quand même profité de l'école freudienne pour être enseignée. J'ai suivi des séminaires, des cartels qui m'ont formée, à vrai dire. Mais ensuite, j'ai eu de la chance que l'école freudienne se soit dissoute, parce que ça m'a amené à prendre un rôle actif dans la transmission de la psychanalyse. Et alors à ce moment-là, avec Jacques Assoun, Olivier Grignon, Claude Raban et Michel Abbaye, on a eu envie de fonder un groupe pour travailler les questions analytiques. Le groupe, on l'a appelé le Cercle Freudien. Au début, il y avait c'était un peu sur l'image d'un cercle littéraire. Et d'ailleurs, c'est simplement dans un deuxième temps où on s'est demandé si on allait prendre en charge la formation des analystes. Ce qu'on a fait, donc ça, on était dans les années sans doute 85-86, l'école freudienne étant dissoute en 81. Et puis, ben, moi, je continuais dans ma pratique, donc il m'apprenait beaucoup. Je me suis mis à écrire quelques articles et avec 3 autres collègues, à ouvrir un journal qui s'appelait Kevoy. Et à ce moment-là, on arrive dans les années 90, je rencontre à Paris un étudiant chinois qui s'appelle Rodatong, qui était très intéressé par la psychanalyse, qui faisait son analyse avec Michel Guibal, et qui voulait apprendre la théorie lacanienne. Donc voilà, il sollicitait différentes personnes pour se former à la théorie lacanienne. Et puis je l'ai perdu de vue après, ce Rotatong. Mais je l'ai retrouvé. Et c'est ce que mon livre raconte. Puisque d'une certaine manière, ton livre, c'est un livre d'une réflexion sur la transmission, qui est une vraie question de fond. Un certain nombre d'ailleurs d'entre nous disent que la transmission, c'est ce qu'il faut éviter, c'est-à-dire que chacun, justement, ne répète pas ce que l'autre a dit, quoi, d'une certaine manière. Mais cette question de la transmission, elle est au cœur même de ton livre, et elle marque, à mon sens, justement, et tu le soulignes, l'écart qu'il peut y avoir entre
ce que tu as connu, que j'ai connu aussi, certaines formes de la pratique analytique, et au fond, ce dont témoigne ton livre, c'est-à-dire une pratique, j'ai envie de dire, qui n'a rien à voir. Alors on n'est pas dans la même époque, c'est vrai, mais qui n'a rien à voir avec la pratique analytique telle que nous l'avons connue, nous, à l'époque où nous étions sur des divans. Je pense que c'est quelque chose que peut-être la génération d'aujourd'hui ne perçoit pas vraiment complètement. Mais ça, c'est une question qui est liée à la transmission, parce que précisément, la difficulté de la transmission, c'est bien cet écart et cette difficulté à faire comprendre, au fond, l'époque. On le voyait bien dans tout ce qui touche autour des problèmes des camps, etc. Comment on peut témoigner, c'est bien la question. Alors, ton livre s'appelle « Un dragon sur le divan ». Ah, écoute, un dragon, généralement, sauf The Magic Dragon, c'est pas facile à dompter. Généralement, c'est plutôt une bête assez redoutable. Comment tu l'as vécu, tout ça? Je vais répondre d'abord à ta première remarque sur la transmission. Parce qu'au fond, la transmission, pourquoi je vais répondre à ça? Parce que c'est exactement le problème que je vais te dire, que j'ai rencontré en Chine. C'est-à-dire, est-ce que la transmission, c'est de répéter le même, de proposer un modèle auquel on va se coller, ou bien est-ce que c'est complètement autre chose? Et donc, moi, dans mon parcours, j'avais déjà beaucoup transgressé, à vrai dire, sur les modèles. C'est-à-dire, avec mes patients, je me suis beaucoup autorisée à partir de moi-même, à la fois je m'adossais à ce qu'on m'avait enseigné, mais en même temps, je m'autorisais quand même à être celle qui était présente dans l'espace de la cure. Et donc à une certaine liberté, une certaine pensée sur ce que je faisais. Et ça m'a beaucoup... Alors en Chine, j'ai rencontré à la puissance, je ne sais pas, 4 ou 100, la question du modèle. Parce que pour un Chinois, la règle qu'on lui a inculquée, c'est de se conformer au modèle qu'une certaine figure d'autorité va vous proposer. Et j'ai donc dû à la fois tenir compte de leur point de référence, qui était ce point-là, et en même temps arriver un peu à leur dire qu'on pouvait penser les choses autrement, et que la psychanalyse, c'était pas simplement de reproduire la manière dont les Français pratiquaient l'analyse, mais c'était d'abord d'être présent à leurs patients dans une certaine activité de pensée. Et donc je me suis branchée sur l'activité de leur pensée, et qui était en fait quelque chose d'assez nouveau pour eux, parce que ce qu'on leur demandait en général, c'était d'être des bons élèves. Bien sûr. Alors, d'autant plus que la psychanalyse est arrivée par Rotatong à l'université, et qu'ils avaient donc des cours sur Freud, mais surtout sur Lacan. Et puis il y avait un peu des règles théoriques, enfin des repères théoriques, et puis il y avait la pratique de Rotatong, qui était la copie de la pratique de son psychanalyste. Ça les choquait pas du tout. Et donc moi, je suis arrivée un peu en troublionne, un peu quelqu'un qui vient semer un petit peu la pagaille, mais je pense que Rotatong, dans son intelligence, m'a fait venir pour ça. Parce qu'il savait que j'avais une certaine indépendance d'esprit, et que j'avais pas non plus trop de désir de pouvoir, quoi. Que c'était pas trop ce qui m'intéressait. Et donc j'apportais au fond, j'apportais quelque chose de différent, en fait, voilà. Tu peux peut-être décrire quand même comment ça se présente, ce lieu. En fait, c'est un lieu de formation au départ. Oui. Alors, pour le dire, je vais le dire rapidement, donc Rotatong a découvert pour lui-même la psychanalyse dans les années 90. Il est rentré en Chine, il a fait une petite étape par Pékin, et ensuite il est rentré dans sa ville d'origine, qui est Chengdu, dans le Sichuan,
Et il a obtenu de l'université de Sichuan qu'il y ait un département de psychanalyse adossé au département de philosophie. Et à ce moment-là, il a pu enseigner à la fois niveau licence, maîtrise, mais surtout doctorat. Et donc, voilà, il était comme un précurseur, quoi. Il a commencé par avoir un petit groupe de personnes d'une dizaine d'années, et puis les choses ont été assez vite connues, et très vite, il a eu une centaine d'élèves. Et il a proposé que, compte tenu de ce qu'il avait vécu, pour lui c'était une expérience, l'analyse, c'était pas simplement un savoir. Donc il a encouragé ses étudiants à faire l'expérience de la pratique analytique avec un de leurs amis, avec quelques personnes autour d'eux. Voilà, ça a commencé comme ça. Il m'a demandé de venir pour que ces jeunes gens qui étaient passés de la position d'élèves, d'analysants, parce qu'ils étaient tous en analyse avec Rotaton, qui se mettaient en position de jeunes psychanalystes, puissent parler un peu de tout ce qu'ils étaient en train de découvrir. Il y a quelque chose quand même qui évoque le cercle de Vienne, quand même. C'est une sorte de relation comme ça. Oui, complètement. Complètement, oui. Il y a quelque chose sur laquelle je souhaiterais t'interroger, qui questionne tout analyste. C'est la question de l'association libre. Très souvent, quand on en parle, ça semble une simplicité absolue. Enfin, vous associer, quoi. Or, on sait bien, enfin, l'expérience le montre, qu'il n'y a rien de plus compliqué à faire entendre à un analysant qu'on attend de lui, au fond. Alors, ça, parler librement, c'était déjà une extraordinaire permission. Une permission tellement grande que c'était quasiment une transgression en Chine. Puisque, en principe, on ne parle pas. Pour parler, il faut tenir compte de l'autre. Et il faut ne parler, il faut faire attention à ce qui pourrait mettre l'autre en défaut. Il ne faut pas lui faire perdre la face. Donc, on fait très attention à ce qu'on dit. Et en plus, dans l'éducation un peu type confucéen, il y a la question du respect. C'est-à-dire, il faut tenir sa place et il n'est pas question de trop faire valoir ses sentiments. Donc il y a une expressivité de la vie affective qui existe, qui était assez tabou. Et donc la psychanalyse, elle arrive et puis elle ouvre la porte, c'est permis. Mais bien sûr, on rencontre une forme de censure interne qu'il faut respecter. Donc voilà, il a fallu tenir compte de ça. Alors maintenant, il faut quand même voir que je suis arrivée donc en Chine en 2002, un moment où la Chine était en train déjà de s'ouvrir depuis une dizaine d'années, et que en Chine tout va très vite. Et donc je suis arrivée à un moment, justement, tout était en ouverture. Il y avait une appétence pour tout ce qui venait du monde occidental énorme. Et d'une certaine manière, il y avait une forme de limite, au fond, au système familial. Les jeunes gens se sentaient un peu enfermés dans ce système de la piété filiale et, au fond, étaient assez contents de cette proposition de parler. Mais alors, ça a amené une deuxième difficulté, c'est que parler de quoi? Parler de ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que je vous aime. Donc, c'était la question d'une forme de liberté, de dire à cette personne qui s'intéresse à vous, tu vois, c'est pas tellement habituel qu'on s'intéresse autant à moi de si près, que ça me fait un tel effet que je pense que je vous aime. Et donc, les jeunes analystes ont été confrontés à des transferts énormes, tu vois, un peu dans ce qui s'est passé d'ailleurs avec Freud, dans la petite société freudienne. Oui.
Et donc, eux, quand ils venaient me parler, ils me parlaient de ce problème-là. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de tout cet investissement libidinal. Et puis après, il y a eu une deuxième question qui m'a été posée par quelqu'un. Et les gens m'ont dit, mais est-ce que c'est pas de l'inceste? Est-ce que puisque l'analyste, même s'il a 3 ans de plus que le patient, il est en position hiérarchique, donc il est en position de père, et donc est-ce que l'analyse ne va pas favoriser l'expression du désir incestueux? Il y a quand même eu plusieurs temps différents dans ton parcours. Je dirais un qui était plus investi avec justement l'école de Rodatong, etc. Et puis un autre où on sent que tu cherches à pénétrer plus la société chinoise par l'intermédiaire des mères, des femmes, enfin de ton rapport à la féminité, de quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce que moi je repère comme 2 temps? Alors, en effet, il y a eu 2 temps. Le premier temps, c'était donc ce petit groupe dans l'université. Et moi, je disais toujours à Rotatong, il faudrait arriver à sortir de l'université. Et alors, lui, il disait, oui, il faudrait aller dans la société civile, pour opposer université et société civile. Et puis, finalement, il y a eu en 2008 un tremblement de terre. Et ces jeunes gens formés à la psychanalyse se sont proposés comme bénévoles, comme volontaires, pour aller aider les gens sur le plan psychologique. Et là, ça a été ça n'a pas été du tout soutenu par Rotatong, qui a trouvé que là, on sortait de la psychanalyse. Et à ce moment-là, il y a un groupe de jeunes qui s'est mis à se réunir un peu en dehors de l'université, en disant, mais nous, on veut aller sur le terrain, donc réunissons-nous et voyons ce qu'on pourrait offrir sur le terrain. Finalement, ils n'ont pas pu offrir grand-chose parce que le gouvernement a pris en main tout de suite tout ce qui était aide, on a voulu tout contrôler, mais ça a fait comme un deuxième temps dans leur histoire. Ça a introduit une deuxième époque. Et donc moi, quand j'allais là-bas, j'allais à la fois à l'université, et puis en même temps, j'allais dans le groupe qui s'était un peu auto-organisé. Et à ce moment-là, dans ce groupe, j'ai rencontré des psychologues, cliniciens qui travaillaient en ville, justement des gens de la société civile. J'ai vu des gens qui avaient un sens clinique assez fin, et j'ai eu envie de proposer une formation au regard psychanalytique à des gens qui n'avaient pas été sur un divan, en fait. Voilà, vous pouvez essayer un peu dissocier les deux. Et à ce moment-là, j'avais déjà, il faut dire, creusé un peu des relations avec 2 personnes qui ont été 2 piliers pour moi, dont je parle dans le livre, c'est-à-dire une traductrice, et puis Lo William, et puis une analyste que je trouvais très pertinente dans l'analyse de la violence, dans le traitement de la violence. Parce qu'au fond, la question est assez... Elle avait elle-même subi beaucoup de violence dans son enfance, sur lequel elle s'appuyait pour entendre la violence et pour en faire quelque chose. Et je trouvais que c'était un bon point de départ. Voilà, donc j'ai demandé à une collègue française, Karine Murza, et ensemble, on a organisé une formation, donc à ce moment-là pour une trentaine de personnes, 40, c'était une formation sur 2 ans. En fait, c'était 4 fois 5 jours. Et alors, une série organisée autour de la lecture de textes, parce que je trouvais que c'était important de lire ensemble un texte et de leur laisser le texte en partant, pour qu'ils puissent le relire. Enfin, on pourrait parler, si tu veux, comment faire ces formations, comment les... Et je voulais que ce soit un peu les mêmes personnes pour que les choses se creusent un peu. Qu'il y ait quelque chose un peu dans la continuité. Oui, dans la continuité et dans le relationnel aussi. Bien sûr. Quand on imagine comme ça de loin, moi j'ai
fait un séjour, bref, en Chine, donc je n'en ai pas une connaissance approfondie, mais au fond, comme ça, ce qu'on se dit, les murs qui s'affrontent d'emblée, ou qui se présentent d'emblée, je dirais comme ça, le confucianisme, la révolution culturelle, et puis l'écriture. Alors, les deux premiers, tu nous en dis quelque chose, mais et l'écriture, alors ces idéogrammes, comment tu perçois les choses à ce niveau-là? Ce que j'ai découvert, c'est à quel point l'écriture fait partie de la culture chinoise, fait partie d'un ensemble. C'est-à-dire que chaque idéogramme, donc nous ne sommes pas dans l'alphabet, où en fait dans l'alphabet, il y a une forme d'addition, il y a des lettres qu'on additionne, par exemple le mot vivre, c'était V-I-V-R-E, on l'additionne, ça fait un mot. Tandis qu'avec un idéogramme, c'est tout à fait, c'est pas du tout pareil. C'est par exemple le mot liberté, on l'écrit, il est marqué un idéogramme qui veut dire soi-même et un autre idéogramme qui veut dire origine. Donc le mot liberté, il y a déjà donc ça veut dire trouver son origine en soi-même, et ça veut dire ne pas trouver son origine dans la nature. Alors, ça veut dire que déjà, il y a toute une conception du monde, qui est une conception du monde où tout est relié, et où il y a une idée d'harmonie. Et voilà, c'est un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que apprendre un idéogramme, c'est apprendre un regard sur le monde.